Comme je vous l'ai mentionné au début de la semaine, et comme nous l'avons vu au début de la semaine, chaque Imagination Week, et vous en êtes forcément aperçu, nous faisons en sorte de pousser les barrières de notre imagination, et nous ne parlons pas d'entreprise, d'organisation, d'institution. Ce n'est pas le but de l'Imagination Week, on essaie de penser un peu différemment. Néanmoins, nous avons systématiquement un parrain ou une marraine qui peut être justement représentant à la fois ce que vous êtes et ce que vous serez. Et c'est pourquoi nous avons cette année eu la chance d'accueillir Éléonore Baudry, que je vous demande d'accueillir chaleureusement sur scène. Merci. Eh bien, rebonjour à tous, après cette semaine qui a eu l'air d'être très enthousiasmante. Alors, j'ai demandé tout à l'heure à ChatGPT de me trouver une opening joke for students after 1 week of hard work. Il a été complètement nul. Et donc, c'est un petit peu d'espoir pour l'humanité. ChatGPT n'a vraiment pas trouvé de bonne blague pour commencer cette intervention. Je vous ai souhaité la bienvenue lundi. J'ai exprimé ma gratitude envers cette école. Et là, je voudrais vous parler quelques minutes de mon parcours. Je pense que la force de cette école aussi, c'est la diversité de ce qu'on peut faire après. Et je pense que l'Imagination Week, c'est aussi un moment pour réfléchir à ce qu'on a envie de faire par la suite. Alors, un portrait en chemise, évidemment. Donc, je suis parisienne. J'ai fait l'ESSEC en 95, c'est vraiment il y a très, très longtemps. J'ai 2 enfants qui ont à peu près votre âge. J'ai commencé chez Procter & Gamble en finance parce que on m'avait dit que ce qui était sérieux, c'était de faire de la finance. Et à l'époque, j'ai suivi les instructions. J'ai évidemment très vite fait autre chose parce que ce n'était pas exactement ce que j'avais envie de faire dans ma vie. J'ai travaillé dans pas mal de pays. J'ai fait du conseil en stratégie où j'ai beaucoup voyagé. J'ai travaillé en Asie. J'avais fait un échange en Corée du Sud quand j'étais à l'ESSEC. Qui m'avait donné le goût de l'Asie à ce moment-là. J'ai travaillé à New York, qui était un rêve pour moi. Et quand j'ai quitté le conseil, j'ai eu la chance de vraiment faire marcher ma curiosité. J'étais à la stratégie de Kering, qui est un groupe que vous devez un petit peu connaître. Et à ce moment-là, j'ai vu ce qui se passait dans le digital. Évidemment, c'est des histoires qui sont vieilles pour vous. À l'époque, il y avait très très peu de marques de luxe qui vendaient sur Internet, quasiment aucune en réalité. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, moi, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, il se passe des choses, qu'en Asie, il se passe des choses, il faudrait qu'on aille voir. Et donc, j'ai eu la chance qu'on me dise, écoute, vas-y. Et donc, je suis allée rencontrer les Américains, les Saks, les Neiman, les Net-à-Porter. Et j'ai créé un job parce qu'on m'a fait confiance. Et je pense que c'est aussi une grande chance dans la vie d'avoir des boss qui sont géniaux. Et je pense que ça doit être un critère énorme dans le choix de vos carrières. Et donc, j'ai créé le premier job de Digital Officer d'un grand groupe de luxe qui est Kering. Et je l'ai exercé à Paris. Et puis ensuite, j'ai pris la marque Gucci. Et j'étais la directrice digitale monde de cette marque. Donc, j'ai ouvert la première page Facebook de Gucci. Voilà, car ce truc existe encore. Voilà, et c'était vraiment un moment très excitant à vivre pour les marques de luxe que de les installer finalement dans le monde du digital. Ensuite, je suis revenue en France, j'ai été dans des startups, j'ai fait des levées de fonds et puis j'ai rejoint un fonds qui investit dans le luxe abordable et je me suis occupée de beaucoup de marques que vous connaissez peut-être, Bali-Bari, Sœur, Sessoun, Le Si Français et Figaret aussi. Toutes ces marques étaient détenues de façon en général minoritaire par ce fonds d'investissement. Et puis il y a eu cette marque dont on m'a proposé de prendre la direction en 2018, dont je vais vous parler quelques minutes mais rapidement. Ce que je fais aussi et qui nourrit, je crois, ma curiosité, parce que je pense que ça fait partie de moi, j'ai fait du conseil en strat, j'adore découvrir des métiers. Mon premier job chez Procter & Gamble, c'était dans les serviettes hygiéniques. J'ai trouvé ça vraiment génial. Donc comme quoi, tout peut être passionnant quand on y met du cœur. Et donc j'investis beaucoup dans des petites lignes, mais dans des startups. Donc aujourd'hui, j'ai investi par exemple dans des
boisson non alcoolique qui s'appelle Jeniper. J'ai investi également dans des outils de gestion du télétravail, mais aussi des centres pour retirer des tatouages quand on s'est trompé de prénom, par exemple, sur un tatouage. Voilà, et je suis aussi, non pas mentee, mais mentor de femmes qui sont à l'ESSEC. Je vais parler un petit peu de ce qu'est encore être une femme dans le business, parce que ce n'est pas encore tout à fait réglé, cette petite histoire. Alors, Figaret, voilà ce que je fais depuis un peu plus de 4 ans. Je transforme... Donc, Figaret, juste, évidemment, je ne vais pas vous faire un show offense, mais je pense que vous êtes peu à connaître cette marque, mais peut-être quelques-uns tout de même. Donc, c'est une marque française patrimoniale qui a été créée en 1968. C'est ce qu'on appelle un petit peu une belle endormie ou une sleeping beauty. C'était une marque qui était toujours très qualitative, mais qui avait été un petit peu oubliée, sur laquelle la poussière était un petit peu tombée. Et mon challenge, quand je suis arrivée, c'était vraiment de la remettre au goût du jour, de faire en sorte que la marque redevienne pertinente et que peut-être que des gens comme vous, pour vos premiers entretiens, premières semaines au boulot, etc., pour les hommes et d'autres, et envie de venir chez nous pour acheter une chemise. Donc on a fait 3 choses, et je pense que si je vous en parle, c'est que c'est presque un business case de business school en réalité, parce qu'on a pris la marque et on s'est dit, ok, maintenant comment est-ce qu'on la rend pertinente ? D'abord, on s'est dit, il faut revenir dans le radar, donc on a tout changé, sauf le produit et la qualité, l'image, l'offre tout de même, pour aller vraiment vers beaucoup plus de casualisation. Certes, les hommes et les femmes continuent de temps en temps à porter des chemises, mais ce n'est plus les mêmes qu'avant. Refaire les boutiques et évidemment devenir très digital. Le deuxième point, c'est qu'on a réinventé le retail. Aujourd'hui, on peut acheter des chemises partout. Aujourd'hui, le retail, c'est devenu globalement un peu chiant ou pénible. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que les expériences, elles soient un petit peu fantastiques. Sinon, ça ne sert à rien. Et puis, aller vite. Moi, j'avais la chance d'avoir un parcours qui était assez divers. J'ai fait des passages en start-up. J'avais passé 5 ans en start-up, finalement, avant d'arriver dans cette maison qui était, comme je vous l'ai dit, un petit peu patrimoniale, un petit peu silotée, avec des gens qui avaient 25 ans de boîte, ce qui est à la fois super chouette parce qu'ils ont l'historique et la connaissance de la marque, mais à la fois pas extrêmement prone to change. Donc, c'était intéressant de leur dire, en fait, vous savez quoi, on va aller très, très vite et on va changer cette boîte pour que ça marche. Aujourd'hui, Figaret est une marque qui va très bien. Dans un contexte retail et mode que vous connaissez peut-être, qui n'est pas si facile que ça, donc on est content. Alors, je me suis posé la question de ce que j'aurais aimé me dire, finalement, quand j'avais 20 ans et que j'étais ici, parce que peut-être que ça vous parlerait ou pas. Donc, et puis, évidemment, en liant un petit peu les sujets avec ce que vous avez pu vivre cette semaine. Donc le premier, je pense vraiment, c'est de prendre le temps de se connaître. D'ailleurs, à l'époque, il y avait un petit cours qui s'appelait SHS, je ne sais plus quoi, 251 peut-être, où on apprenait à se connaître. C'est un cours qui ne doit plus du tout exister, mais dont j'ai beaucoup de bons souvenirs, parce que finalement, on se posait la question de quelle famille on venait, quelles étaient les valeurs de la famille, et comment on choisissait ses amis, etc. Moi, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, évidemment, comme vous, à l'ESSEC. Je trouve quand même que c'est un cheminement essentiel. Moi, je me considère comme un late bloomer. Je pense que j'ai pris vraiment le temps. Moi, j'étais très jeune à l'ESSEC, mais j'ai pris beaucoup de temps ensuite pour finalement définir ce que j'aimais, ce à quoi j'étais bonne. Comme je vous le disais, j'ai commencé par des sujets qui n'étaient pas forcément les miens, mais j'ai fait du conseil en strat, et donc pendant 7 ans, j'ai pu essayer des choses très, très différentes pour finalement me poser là où je pense que je suis bonne. Quand je parle des prépas HEC, pourquoi on fait ça, c'est qu'on est médiocre partout, mais mauvais en rien. Je pense que c'est une forme d'intelligence qui est pas mal et qui permet de faire des choses assez intéressantes par la suite quand on force un petit peu nos talents sur certains sujets. Je pense que c'est intéressant de se poser la question de quels sont les environnements dans lesquels on va être bon. On peut adorer être numéro 1 d'une boîte de taille moyenne, on peut adorer être numéro 26 d'une énorme boîte avec beaucoup de moyens et beaucoup de gens différents avec qui on travaille. Ce ne sont pas forcément les mêmes carrières à un moment. Et c'est des questions que je trouve
intéressantes à se poser assez tôt, si c'est possible. Le deuxième sujet, c'est justement à quel moment est-ce que vous allez réussir à être créatif, à être imaginatif, parce que malgré tout, je l'ai dit en opening avec cette petite blague sur ChatGPT, mais en fait, ce qui va nous rester, c'est ça. C'est la créativité, c'est l'imagination, c'est nos personnalités différentes, nos petits traits de génie, nos fulgurances, qui vont faire qu'on sera bon dans ce qu'on fait, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont être finalement remplacées et pour lesquelles il y a l'intelligence artificielle et plein de choses iront plus vite que nous. Donc il faut ne pas emprisonner l'imagination. Je pense que j'ai eu une chef qui m'a posé, je pense, une des questions les plus importantes de ma carrière, c'était à quel moment est-ce que tu es créative ? Et essaye de trouver ce moment-là et de l'identifier et le pousser. Alors elle, c'était quand elle prenait sa douche. Alors moi, c'est plutôt quand je cours. Mais c'est peut-être une suggestion, c'est d'essayer de trouver les moments où vous êtes créatif. C'est peut-être, alors je ne sais plus quel est le terme de quand on ne fait rien. Nixon, peut-être que c'est à ce moment-là que vous serez créatif. En écoutant un podcast, en allant dans un musée, en étant sur votre canapé. Mais je crois que c'est finalement, moi je me rends compte à quel point ces moments-là sont importants pour moi. Je fais un peu le bilan et j'arrive à résoudre des problèmes ou à trouver des petites idées. La sérendipité est évidemment hyper importante. Je vais vous raconter l'histoire d'une chemise, parce que c'est ce que je fais. Pendant le confinement, j'ai fait un peu comme... peut-être pas comme vous, mais j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait du yoga, j'ai fait de la cuisine. Et puis, je suis allée sur Netflix. Et tous les films de Claude Sautet ont été installés sur Netflix, donc je les ai regardés parce que moi je les aime beaucoup. Il y avait Les choses de la vie, qui est un film formidable, où à un moment, donc Romy Schneider est une traductrice, elle écrit sur une machine à écrire et elle se lève, elle est nue et elle met une chemise d'homme, qui est celle de Michel Piccoli, et quand elle regarde sa traduction, en fait, Michel Piccoli est passé derrière et il a écrit en majuscule « Je t'aime ». Et donc, moi, j'aime bien ce film et je me suis dit, tiens, on pourrait faire une chemise qui serait finalement un hommage à ce film, qui est un pilier du cinéma français, et où on écrirait de façon un peu cachée « Je t'aime » avec la typographie d'une machine à écrire, pour rappeler finalement, pas faire ce que je dis à mes équipes, c'est pas une chemise poupouille, c'est une chemise qui a une histoire et qui est liée à la culture française. Et comme ça arrive, et ben finalement la chemise Je t'aime aujourd'hui c'est notre meilleure vente, qui fait venir des gens très différents qui connaissaient pas la marque. On a des Américaines qui viennent en troupe acheter la chemise Je t'aime et on est très contents. Et ça c'est la sérendipité, la créativité qui a fait que la marque s'est renouvelée. Donc ça, c'est une photo de mon bureau. Vous voyez effectivement que j'ai l'affiche de Les choses de la vie dans mon bureau, mais surtout, j'ai ça. Et ça, toutes les filles qui entrent dans mon bureau, elles savent que c'est très important pour moi que toutes les filles peuvent être CEO. Alors évidemment, aujourd'hui, je crois que vous êtes plus de la moitié de femmes dans cette école. À mon époque, c'était beaucoup moins. Je crois quand même que ça reste important de parler de ce sujet. Je pense que je me donnerai quelques petits conseils à mon moi de 20 ans aujourd'hui sur ce sujet-là. D'abord de trouver des modèles et des pairs. Des modèles, à mon époque, il y en avait très peu. Quand j'ai quitté le conseil, j'avais 2 femmes au-dessus de moi. Il y en a beaucoup plus maintenant, heureusement. Mais des pairs, c'est important. Moi, je partage énormément avec des femmes qui sont dans le même métier que moi. Je pense qu'on se parle de façon très libre, peut-être parfois encore plus libre que quand on est entre nous. Et puis, ça c'est un message non genré, c'est vraiment d'assumer son style. Alors, au début, la blague, c'était un peu un style vestimentaire. Le style vestimentaire, au début des femmes, c'était vraiment très pénible. Il fallait copier l'homme, mais avec une jupe. Aujourd'hui, c'est complètement différent, mais assumer également son style de management, le management
c'est le vôtre, il sera vraiment le vôtre, et donc vous pouvez en être fiers. Je crois que j'ai passé une partie de ma vie à lire des livres de management, et surtout maintenant une partie de ma vie à les désapprendre, parce qu'on n'en a rien à foutre. C'est votre style à vous qui sera vraiment important. Et votre style à vous, il sera important peut-être pour laisser une trace, c'est peut-être ce qu'on peut se souhaiter, ce que je souhaiterais à moi quand j'avais 20 ans et que je vous souhaite aujourd'hui. Une trace, c'est avoir un impact sur des gens, un impact sur une marque, si c'est ce chemin-là que vous choisirez, un impact sur la planète. Évidemment, c'est ultra important d'être conscient de tout ce qu'on fait, qu'on se souvienne de certaines choses que vous avez fait. Ça, c'est mon dernier séminaire avec ma boîte. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi de laisser une trace dans une plus petite société. J'ai été dans des très, très grandes sociétés. Et aujourd'hui, je dirige une société qui est de taille tout à fait moyenne. Mais la réussite ou l'échec, c'est le mien, avec évidemment une équipe de direction avec laquelle je suis très soudée et je travaille beaucoup. Et ça, pour moi, c'est vraiment délicieux. Donc, je vous souhaite de vous régaler. Voilà, je vous remercie beaucoup.